Bonsoir, merci beaucoup d'être là. Ça me fait très plaisir d'être ici pour parler de surcyclage de couture et de vous montrer quelques projets que j'ai faits. Prochain diapo, s'il vous plaît. La flèche et croche, mais bref. Ça, c'est moi, à Noël, quand j'avais 7 ans, je pense, quand j'ai reçu ma première machine à coudre. Là, j'étais chez ma grand-mère. Et ça, c'est l'après-midi de Noël, après avoir ouvert ce très, très beau cadeau, que j'ai toujours. C'est toujours ma machine principale. Et j'ai passé l'après-midi à faire des petits projets de couture. J'ai fait des vêtements pour mes poupées avec des vieilles serviettes que ma grand-mère allait jeter parce qu'elles étaient tachées. Alors, depuis le tout début de mes apprentissages en couture, je travaillais avec des tissus qu'on avait à la maison. Et j'ai toujours cette nappe de chez mes grands-parents que, encore une fois, ma grand-mère, elle ne voulait plus se servir de cette nappe parce que c'était taché. Et donc, moi, je l'ai repris et plusieurs fois, je l'ai recousu en projets différents pour ma maison. J'ai fait des housses d'oreiller. Là, je suis en train de faire une chemise avec ce qui me reste de cette nappe. Alors, dès le tout début, le surcyclage m'intéressait. Prochain diapo. Et ce qui m'intéresse dans le surcyclage, c'est comment nous attachons des souvenirs, des émotions à des objets textiles, soit des vêtements ou des objets textiles qu'on trouve dans la maison, et comment ces souvenirs restent dans le tissu quand on le transforme. Alors, je m'intéresse beaucoup au surcyclage pour créer des vêtements, mais également la création de patchwork. Prochaine diapo. J'ai fait des études en architecture et c'est là où j'ai vraiment pu approfondir cet intérêt en faisant un lien entre la ville d'Halifax et cette idée de patchwork. Et l'importance de la réutilisation du matériel, surtout de vieilles maisons, de ces maisons que nous perdons en ce moment à Halifax. Et donc, à travers ce projet de thèse, j'ai eu la chance de vraiment réfléchir à cette idée de surcyclage à plusieurs échelles. Alors, voilà un dessin que j'ai fait pour un peu faire l'argument à mes profs qu'ici à Halifax, il y a un lien très particulier et important entre cette idée de tissu urbain et de patchwork, et que nous vivons un peu dans un patchwork, et que c'est très important de trouver des moyens pour réutiliser les matériaux qui tiennent nos souvenirs et nos émotions, un peu comme le tissu. Alors, pendant mes recherches pour ce projet, justement, j'ai fait un patchwork avec des amis pour un peu approfondir ma recherche. Et pendant ce processus, on a beaucoup parlé de chaque morceau de tissu que mes amis ont apporté à la soirée patchwork pour justement mieux comprendre, essayer de mieux comprendre l'importance du surcyclage et de la réutilisation de matériaux de tissus et ce qu'il y a de puissant dans cette transformation de matériel. Et donc j'ai fait tout un projet de recherche concentré sur cette idée de transformation de valeur, de la valeur qu'on peut associer à ces tissus, parce qu'à la base, on fait des patchworks avec des bouts de tissu qui ne sont plus utiles, qui n'ont plus de valeur, qu'on pourrait peut-être jeter si on ne faisait pas attention. Mais à travers ce processus et avec ce savoir-faire et surtout avec cet acte collectif,
on arrive à créer quelque chose qui a une valeur sentimentale très importante et qui peut contenir plein d'histoires et de sens. Alors, c'est un intérêt que j'ai eu la chance de vraiment approfondir pendant ce projet. Alors, pendant mes études en architecture, j'ai commencé, et pendant que je réfléchissais beaucoup à la couture, que je faisais depuis que j'étais toute petite, mais que là, qui m'intéressait encore plus, j'ai commencé ce projet Made by Jen, et c'est ma petite marque. Je fais, là vous pouvez peut-être reconnaître la même machine que vous avez vue tout à l'heure. Ça c'est mon bureau actuel. Alors j'ai commencé ma petite marque pour me donner un cadre pour partager ces projets que je fais. À la base, ce n'était pas forcément pour vendre, mais c'était juste pour un peu donner un titre à ce projet de surcyclage et de couture. J'ai commencé mon compte Instagram récemment. J'avais souvent partagé des projets sur mon compte Instagram personnel, mais depuis quelques mois, je me lance dans un projet un peu plus comment dire, un projet peut-être un peu plus formel ou un compte Instagram qui est dédié à ces projets de couture. Et ouais, ça me permet d'aussi créer des liens avec d'autres personnes qui créent des projets à base de tissus seconde main. Avant de... ça c'est un projet que j'ai fait il y a déjà 2 ans, mais au début de ma marque Made by Jen, je faisais des projets pour des clients privés avant de lancer ma première collection. Des gens parfois m'envoyaient des messages pour me dire j'ai un projet en tête, est-ce que vous pouvez m'aider avec ça? Et ça, c'est un costume de mariage que j'ai fait pour un ami qui voulait porter quelque chose qu'il avait déjà. Alors ça, c'est une veste et un pantalon qu'il avait déjà, mais et qu'il adorait, mais qu'il voulait le rendre spécial pour le jour de son mariage. Et donc, moi, j'ai créé ces bandes de broderie sur des tissus seconde main pour donner une nouvelle vie à ces vêtements qu'il avait déjà. Alors là, vous voyez à gauche le costume fini. Et à droite, il y a mon premier croquis. Et là, il y a une petite photo de l'intérieur où j'ai brodé la date de son mariage. Récemment, alors il y a seulement quelques semaines, j'ai créé ma première collection qui n'était pas faite sur commande, mais qui était juste une collection que moi je voulais créer pour partager, pour vendre. Et j'ai fait ma première vente de chemises et de petits objets que j'ai créés entièrement avec des matériaux seconde main, surtout avec des draps, des housses d'oreiller, des rideaux, etc. Et que j'ai vendu chez Ramblers. Prochain diapo. Alors, je voulais un peu dans l'esprit de partage de connaissances. Je voulais non seulement parler un peu de ce que je fais moi, mais aussi de vous transmettre quelques conseils si la couture et le surcyclage vous intéressent et vous voulez soit commencer un projet de couture et de surcyclage ou de peut-être développer des connaissances que vous avez déjà. Alors, et
si j'avais le temps, je pourrais sûrement penser à une bonne centaine de conseils, mais je me suis imposé une limite et j'en ai choisi 8. Alors, premièrement, savoir où trouver les bons tissus quand vous allez dans une friperie. Moi, quand je vais dans une friperie, je vais directement, je ne vais pas dans les rayons où ils ont les tissus, je vais directement dans les rayons où ils ont les draps, les rideaux et les nappes. Ça, c'est le premier endroit où je vais chercher pour des tissus. Je trouve que les nappes, c'est les rayons avec les nappes, c'est là où je vais trouver les beaux tissus brodés. Et souvent avec des jolis bords brodés aussi. Je vais parfois aussi aller chercher dans les rayons de vêtements qui sont de très grande taille. Alors moi, je peux aller chercher, je peux aller trouver une chemise par exemple qui est 2 ou 3 XL et l'utiliser pour créer plusieurs autres vêtements souvent. Reconnaître des tissus de qualité. Alors, quand je vais dans les friperies, une des premières choses que je vais faire, c'est que je vais regarder les étiquettes, voir s'il s'agit de laine, de lin ou de coton. Ce sont les trois sortes de tissus que je cherche. Et parfois, c'est écrit, parfois, ce n'est pas écrit. Alors, pourquoi le briquet? C'est parce que pour savoir s'il y a du polyester dans un tissu, vous pouvez brûler le tissu pour vérifier. Vous savez? Alors, quand vous brûlez un petit bout du tissu et vous sentez l'odeur de plastique, c'est sûr que c'est du polyester. Mais si vous avez une odeur un peu animale, c'est parce qu'il y a probablement du laine. S'il y a une odeur un peu de papier, c'est probablement soit du coton ou du lin. Alors, c'est comment moi je vérifie quand je ne sais pas, quand je ne trouve pas d'étiquette. Vous l'achetez avant? Oui, je ne vais pas faire ça dans la friperie, mais comme les draps dans les friperies ne sont pas chers, parfois je vais en ramener chez moi, puis en rentrant, je vais me dire « Ah, est-ce que j'ai choisi des bons ?» On peut se cacher dans un coin. La prochaine fois, je vais essayer ça, on verra. 3, pensez au patchwork, parce que parfois on trouve un tissu où on veut réutiliser une chemise qui a une couleur ou quelque chose qu'on adore, mais qu'il n'y a pas assez de tissu pour découper un patron directement de ce tissu. Alors, j'ai apporté quelques exemples pour vous montrer. Alors, là, j'ai une chemise que j'ai fait avec une drôle de bande de lin blanc que j'ai trouvée, qui n'avait pas du tout la forme, une forme qui me permettait de découper les morceaux de mon patron. Mais je l'ai recousu, je l'ai tout découpé en petits carrés et je l'ai recousu pour me faire un tissu patchwork pour pouvoir faire cette chemise. J'ai aussi pris cette chemise et vous pouvez voir que je me suis servi de 2 tissus différents. Alors j'ai le blanc brodé et j'ai le blanc un peu plus naturel, beige. Alors c'est 2 tissus différents parce que ce tissu blanc brodé, c'était une nappe que j'ai trouvée que j'adorais pour cette belle broderie et j'avais l'idée de m'en servir pour faire une chemise, mais il n'y en avait pas assez. Alors, en imaginant une chemise avec ces 2 tissus, j'ai pu un peu mettre en valeur les détails de cette nappe sans à la base avoir assez de tissu pour faire la chemise entièrement avec la nappe. Et j'aurais pu probablement prendre un blanc qui ressemblait plus
au blanc du nappe, mais je voulais aussi montrer un peu le fait d'avoir utilisé des tissus différents parce que je trouve ça intéressant. Ça fait un peu partie de l'histoire du vêtement. 4. Déconstruire avec soin. Ce petit objet, c'est mon mot du jour. Ça s'appelle un découseur. Est-ce que j'ai raison? J'ai cherché ça. D'accord. Moi, j'ai cherché ça en arrivant. J'ai dit, ça va être mon mot du jour. Oui, il y a des petits, il y a des grands. Et si vous cherchez à vous bâtir une belle trousse de couture et que vous n'avez pas encore cet outil, c'est un très bon outil parce que ça vous permet de couper les fils d'une suture sans couper le tissu. Et donc, si vous cherchez à déconstruire un vêtement pour pouvoir utiliser le tissu pour coudre, ça vous permet de ne pas gaspiller les petites marges qui sont de l'autre côté de la suture. Laissez-vous inspirer par les tissus que vous trouvez. Alors, parfois, vous allez trouver soit un tissu où vous allez réutiliser une chemise peut-être qui a un détail qui est très important, qui est très intéressant. Et moi, j'essaie de toujours commencer en regardant le tissu et de me dire comment est-ce que je crée quelque chose qui met en valeur tous ces beaux détails. Mon exemple préféré, c'est cette robe que j'ai faite il y a 2 ou 3 ans. Et je l'ai fait avec une nappe brodée que j'ai trouvée en France, en fait, lors d'un voyage en France. Et j'ai voulu garder au maximum toute cette broderie. Toute cette broderie qui faisait le tour de la nappe. Et j'ai découpé la nappe pour que la broderie soit continue tout autour, comme ça. Et la personne qui a fait la broderie a mis ses initiales ou les initiales de quelqu'un sur la nappe. Et donc, j'ai aussi voulu mettre ça devant pour... exactement. Voilà. Vous pouvez créer vos propres patrons. Alors ça, c'est un conseil qui vous paraît peut-être un peu avancé, mais en fait, pas du tout. C'est très facile de créer vos propres patrons. Alors parfois, quand je suis dans une friperie et que je cherche des choses à réutiliser, je vais parfois prendre quelque chose juste parce que ça a une belle forme et je vais mettre soit la chemise ou le pantalon ou le vêtement sur un papier. Je vais tracer chaque morceau et je vais rajouter une petite marge pour ma suture. Et comme ça, je peux créer, quand je suis dans les friperies, je cherche non seulement des vêtements pour réutiliser les tissus, mais je cherche également des belles formes que j'aime. Et parfois, je pense que les gens vont découper leurs vêtements pour les tracer pour faire des patrons, mais ce n'est pas nécessaire. C'est aussi facile de le faire avec soit du papier calque ou juste en... Tiens, je peux vous montrer. En utilisant les doigts pour un peu marquer la suture, de bouger le tissu, tracer la ligne, et puis continuer un peu, marquer là où il y a la suture, tracer une ligne. Et donc, il y a des façons pour créer des patrons sans gaspiller des vêtements aussi. Oui. Quand tu
fais cette méthode-là, Mhm. tu te lances dans la couture, est-ce Oui. que tu essaies ton vêtement, ton garnement entre les deux et après si tu vois que ça ne s'aligne pas, est-ce que tu découds et tu recouds? Ou est-ce que tu es au point où tu fais ton tracé, tu coupes et tu arrives à coudre d'un seul coup? Je pense que je suis au point où plus souvent, je sais que j'ai la bonne forme avant de commencer la couture. Mais je vais presque toujours essayer pendant la couture, avant que le vêtement ne soit fini. Souvent, quand je fais une chemise, par exemple, je vais l'essayer avant de mettre les manches. Je ne sais pas si ça répond à ta question, oui. Merci. Ok. Consulter des ressources gratuites. Il y a YouTube, il y a Instagram, il y a plein de sites web où les gens partagent des ressources, des informations, des connaissances de couture. Il y a aussi sûrement quelqu'un que vous connaissez qui fait beaucoup de couture et qui a très envie d'en parler. Et donc, il y a probablement quelqu'un dans votre vie qui serait ravi de recevoir une question. Donc, consultez aussi les ressources dans vos cercles. Ensuite. Et moi, je crois très fortement qu'il n'existe pas de projet débutant. Je pense que c'est très important. Si on est motivé pour apprendre à faire quelque chose, je pense que c'est important de choisir un projet qu'on veut vraiment. J'entends souvent des gens me dire « Ah, j'ai trop envie d'apprendre à coudre pour faire des chemises, pour pouvoir me faire mes propres chemises, mais j'ai besoin de commencer par les tote bags et les tote bags ne m'intéressent pas, mais je devrais commencer par un tote bag. » Et moi, je ne pense pas du tout. Je pense que si quelqu'un veut apprendre à faire une chemise, vous pouvez vous lancer directement dans une chemise. Il faut pas forcément attendre. Moi, quand j'ai fait cette veste que vous voyez à droite, j'étais pas mal intimidée par les techniques que je devais apprendre pour la faire. Mais maintenant, ce sont des techniques que j'utilise très souvent parce que c'est quelque chose que j'adore porter et qui ressemble à beaucoup de choses que je fais maintenant. Et ça, c'est une veste d'ailleurs que j'avais faite d'une housse de couette en jean. Et c'est le vêtement que je porte le plus souvent. Donc, voilà. Voilà mes 8 conseils pour vous lancer dans la couture et le surcyclage. Merci. Merci, Jeanne. Est-ce qu'on a des questions ou... Est-ce que vous avez des questions? Moi j'ai une question. Mhm. Là, le dernier exemple que tu Mhm. as présenté, c'était une veste. Mhm. Quel a été ton premier projet vêtement réalisé? Mon premier projet vêtement réalisé, c'était 3 projets. C'était une chemise, alors j'avais 8 ans, mais c'était une chemise très années 70 avec des énormes manches. Et la couleur de cette chemise était bleu, mais presque bleu acide, comme l'intérieur d'une piscine, très 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 bleu. Et donc j'ai fait cette chemise et j'avais des restes de tissu, donc j'ai aussi fait un petit sac à main. Et j'ai aussi fait un petit chapeau tulipe. Et je portais ça à l'école et je me sentais magnifique. Je me sentais très 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 bien dans ce premier vêtement. Oui. Merci pour le partage. De rien. Merci pour la question. Comment tu choisis justement les pièces que tu fais? Comment te vient l'inspiration? Tu dis aujourd'hui je fais une veste, demain un t-shirt, après-demain un chapeau. Comment tu choisis? Bonne question. Je pense que, comme j'ai dit tout à l'heure, je vais souvent m'inspirer des tissus que je trouve.
Et quand je suis dans une friperie ou parfois chez ma grand-mère, par exemple, et je cherche des tissus que je pourrais utiliser pour coudre, parfois j'ai des projets en tête quand je cherche des tissus, mais parfois c'est l'inverse, je trouve un tissu et c'est quelque chose que je trouve intéressant et qui m'inspire à créer quelque chose comme la chemise avec la nappe, par exemple. Mais je pense que je préfère faire des vêtements que je vais porter tous les jours que des vêtements, par exemple des robes. La robe que je vous ai montrée, je l'adore, mais je ne la porte pas souvent, alors que les vestes, les chemises, ouais, j'adore pouvoir les porter souvent. Est-ce que tu choisis tes cibles quand tu crées, enfin maintenant que tu as ton entreprise, est-ce que tu as des gammes, on va dire, par exemple des vêtements, des vêtements enfants, est-ce que tu as des cibles particulières? Ouais, alors ça, c'était un grand défi. Alors je voulais que... alors pour le moment, dans ma collection, il y a une chemise, soit à manches longues ou à manches courtes. Il y a un veston et il y a une veste. Et je voulais que toutes les formes de ces vêtements soient confortables pour les corps de tous les genres. Et alors ça m'a pris beaucoup de temps pour apprendre à coudre pour d'autres personnes parce que j'avais vraiment l'habitude de trouver la bonne forme pour moi. Mais ouais, je pense que l'objectif, c'est de créer des vêtements qui mettent en valeur le fait qu'ils sont faits de tissus seconde main, mais sinon qui sont assez simples et qui sont faciles à adapter à plusieurs styles différents. Et que moi, j'essaye de les imaginer sur plusieurs gens que je connais qui ont des styles différents. Oui. Tout à l'heure, tu disais que l'une des meilleures écoles pour apprendre à coudre, c'était de s'adresser aux personnes autour de soi qui savaient faire. J'imagine que dans ton cercle, c'est toi, cette personne qui sait coudre. Quand tu étais petite et qu'on t'a offert la machine à coudre, qui était cette personne de référence ou qui étaient les personnes de référence auprès de qui tu as appris à manipuler le tissu, l'aiguille et le fil? Alors, avant ce Noël où j'ai reçu ma machine à coudre, j'ai appris à remonter des pantalons de ma mère parce que c'était une tâche qu'il fallait faire à la maison, de remonter les pantalons et aussi de réparer les genoux, etc. Enfin, c'est quelque chose que ma mère faisait souvent, puis elle m'a appris à faire, puis elle a remarqué que moi j'aimais bien cette tâche, alors que elle, franchement, je pense que la couture ne l'intéressait pas plus que ça. Mais ça, c'était un peu le point de départ pour cet intérêt. Et ma grand-mère aussi, elle faisait de la couture. Mais pour elle aussi, c'était plus une tâche qu'elle faisait à la maison, qu'il fallait faire et que ça ne l'intéressait pas plus que ça. Mais après, alors l'hiver où j'avais ma machine et j'apprenais à coudre avec ma machine, je suis allée à Atlantic Fabrics, un magasin de couture qui est toujours pas loin de chez mes parents, à Dartmouth, où ils avaient un groupe de couture pour enfants. Et donc mes parents m'ont inscrit, puis j'allais après l'école et j'apprenais à faire des projets et je faisais aussi des rencontres avec d'autres jeunes qui apprenaient. Puis ouais, je me souviens que c'était un très grand plaisir, non seulement d'apprendre des instructrices, mais aussi d'apprendre des autres enfants qui arrivaient et qui disaient « Ah, regarde ce que j'ai fait cette semaine », puis d'apprendre un peu ensemble. Est-ce que tu penses qu'il y a une recrudescence de personnes qui veulent apprendre à faire? Parce qu'on dit souvent que les savoir-faire manuels se perdent et que c'est des traditions qui commencent à disparaître et qui datent de l'époque de nos mères ou de nos grand-mères. Est-ce que tu sens un intérêt qui grandit pour ce genre de choses? Oui, absolument.
Et comme plusieurs intérêts, je pense que le Covid a vraiment accéléré cette prise de conscience autour du plaisir de pouvoir faire la couture. Pendant le Covid, je pense que plein de personnes sont allées dans leur grenier, puis ils ont trouvé une vieille machine à coudre, puis ils ont appelé leur mère, puis ils ont commencé à coudre à la maison. Et je remarque de plus en plus de personnes qui partagent leurs projets de couture en ligne. Je remarque de plus en plus de marques ici, de personnes qui ont commencé de cette façon, qui font maintenant de la couture professionnellement. Et ça me fait très plaisir. Mm-hmm. J'ai une question. Oui. Désolée d'être en retard. Il n'y a pas de souci. Alors, peut-être tu as déjà répondu à cette question, mais quand est-ce que tu t'es intéressée à utiliser des textiles usés? Dès le tout début. Quand j'ai reçu une machine à coudre pour Noël, quand j'avais 7 ans ou 8 ans. Et ce Noël-là, l'après-midi de Noël, j'ai passé l'après-midi à faire des petits projets de couture avec les vieilles serviettes que ma grand-mère avait, avec les vieux t-shirts de mon grand-père, etc., avec les tissus que ma grand-mère ne voulait plus, juste pour me pratiquer. Alors c'était vraiment, à partir de mon tout premier projet, je travaillais avec des tissus seconde main. Et quand est-ce que tu as commencé à aller au Friperie pour chercher des... Ça, c'est une bonne question. Je pense que ça m'a intéressée de plus en plus quand j'ai commencé à voyager. Ouais, je pense qu'en voyageant, j'allais souvent dans des friperies pour chercher des objets souvenirs qui étaient un peu atypiques peut-être. Et je trouvais souvent des tissus intéressants d'endroits différents dans le monde où ils ont des traditions de tissage différents ou de broderie différents. Mm-hmm. Est-ce que tu as des recommandations qui seraient prises Oui, oui. Alors à Bayers Lake, il y a Value Village, mais il y a également Mission Mart. Et tout le monde va à Value Village, mais ils oublient Mission Mart. Et à Mission Mart, il y a souvent des très beaux tissus. Notamment, récemment, il y avait beaucoup de couettes en laine à Mission Mart. Et les travailleurs sont totalement volontaires. oui, C'est vrai? oui, c'est vrai. Ça, je ne savais pas. Mm-hmm. Mm-hmm. Oui, je faisais le rug hooking. Mm-hmm. Alors, je cherchais toujours les couettes Mm-hmm. en laine. Oui. Mm-hmm. Mm-hmm. Oui. Alors, Mission Mart, mais sinon, il y a aussi une friperie à Dartmouth qui s'appelle Parker Street. Et si vous connaissez l'association Parker Street, c'est rattaché à leur projet. Mais sinon, je pense qu'une des meilleures friperies, c'est soit chez ma grand-mère ou chez moi. Souvent, je vais trouver un vêtement que j'ai pas porté depuis longtemps et je vais me dire « Ah, ça, je pourrais l'utiliser pour faire quelque chose. » Donc, je regarde chez moi d'abord. Merci. Alors, rebonjour à toutes. Donc, je m'appelle Emma et je suis volontaire ici en service civique pour appuyer la culture et la communication de l'Alliance. Donc, je vais juste vous glisser quelques mots sur le surcyclage. Déjà, premièrement, c'est un concept qui a différents noms. Donc, vous pourrez souvent entendre parler de recyclage vers le haut, de supra-recyclage ou encore de upcycling en anglais. Personnellement, c'est un concept que j'ai découvert très récemment, mais on en parle de plus en plus en fait. C'est juste pas seulement une tendance, c'est vraiment une autre manière de regarder les objets ou les déchets qui sont inutilisés ou qui sont destinés à être jetés.
Donc justement, je vous pose la question, est-ce que déjà vous connaissez ce concept et est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de réutiliser, de transformer ou de récupérer un objet qui aurait dû être jeté? Bon, pour toi, Jen, c'est évident que oui, mais quand on est enfant, par exemple, on peut aussi fabriquer nos jouets avec ce qu'on trouve chez nous, des boutons, des petits morceaux de liège, des bouchons de liège, je vais y arriver. Par exemple, donc, ce qu'on peut dire finalement, c'est qu'on a tous déjà fait du surcyclage sans même le savoir. On a tous fait de la revalorisation de déchets, donc voilà, sans en avoir conscience. En tout cas, pour expliquer simplement ce qu'est le surcyclage, c'est un procédé qui consiste à transformer des objets inutilisés, des matériaux, des textiles par exemple, ou des déchets, en des produits qui vont être plus esthétiques, plus fonctionnels et plus durables que l'objet d'origine. Donc l'idée vraiment, c'est de conserver l'objet, de ne pas le détruire, de ne pas le dégrader et de lui offrir une seconde vie en lui apportant une valeur ajoutée, en l'améliorant. C'est pour cela notamment qu'au Québec, on préfère utiliser l'appellation de supra-recyclage parce que le préfixe supra met en avant cette dimension améliorative et positive du procédé. Ce qu'on peut dire aussi, et si on peut juste passer, merci, c'est que le surcyclage, il se distingue vraiment du recyclage traditionnel qu'on connaît. Ici, l'idée, ce n'est pas de refondre les matières premières pour en créer de nouvelles, c'est vraiment de transformer ce qui existe déjà. C'est ce qu'on peut retenir en tout cas des différences entre le recyclage et le surcyclage. Donc par exemple, une vieille échelle en bois peut devenir une étagère. Des bouteilles de vin plus du tout utilisées peuvent devenir des luminaires très originaux. Ou des déchets textiles peuvent justement être reconvertis en pièces de mode. Donc, comme l'a très bien expliqué Jen, on peut coudre dans de vieux draps ou dans des rideaux une robe, une jupe, des chemises. Donc je vous pose aussi une nouvelle question. Si vous, par exemple, et je suis sûre que c'est le cas, dans vos affaires, vous avez des vêtements usagés, qu'est-ce que vous en feriez? Est-ce que vous avez des idées? Moi, je ferais un sac à main avec un jean. Ah. Les jeans, on a tendance à les porter, c'est presque un uniforme chez moi, le jean, mais au bout d'un moment donné, forcément, il y a des endroits qui frottent et qui sont abîmés, et bon, on a beau les récupérer comme on peut, à un moment donné, on ne peut plus récupérer le jean. Et donc, je vois pas mal de personnes faire donc soit des bouts de veste, et en patchwork, justement, comme tu expliquais, Jen, mais aussi en sac à main, en reprenant les jambes, on peut refaire les lances, les sens de sac à main, et donc je me dis, c'est peut-être un projet, mais pour plus tard. C'est vrai. Ok. Les t-shirts, on peut en faire des lanières et faire des tresses et ensuite les enrouler ensemble. Et ça peut faire des dessous de peau, mais si on est inspiré, on peut faire de plus en plus grand. Comme le tapis. J'adore les tapis comme ça, ils sont beaux, mais ça prend du travail. C'est le genre de choses qui est bien en communauté aussi. On se rend compte, les dames en parlent, la fileuse en parlait, que c'est chouette de faire certaines activités en commun. Ça peut être un des bénéfices du surcyclage dont on va parler juste après. Non mais ça me donne des idées comme ça, c'est bien aussi. En tout cas, pour faire rapidement un tout petit peu d'histoire, le surcyclage, c'est un terme qui est apparu dans les années 90, qui a été proposé par un architecte d'intérieur allemand qui s'appelle Rainer Fields et qui en fait, lui, critiquait l'idée même du recyclage, qu'il voyait comme une forme de destruction d'objets. Lui, ce qu'il voulait, c'était vraiment récupérer ce qui existait déjà et améliorer les objets. À partir de cette réflexion, le surcyclage va vraiment se développer et c'est notamment les artisans et les créateurs qui vont s'emparer de cette pratique en premier. Aujourd'hui, le surcyclage, il est très présent dans le secteur de la mode, qui est extrêmement touché par la surproduction et la perte de déchets. Mais on le retrouve aussi dans d'autres secteurs comme l'art, le design et l'alimentaire. Par exemple, aujourd'hui, on essaye de faire des jus avec les fruits et les légumes qui sont jugés peu esthétiques. Donc ça, on peut considérer que c'est une forme de surcyclage. Comment fait-on du surcyclage ? Le surcyclage, il suit toute une série d'étapes en fait, puisque l'idée, c'est vraiment de rendre un produit qui va être utilisable, unique
et durable dans le temps. Premièrement, on commence par collecter la matière. On collecte la matière et puis ensuite on va la nettoyer, c'est-à-dire qu'on va remettre en état l'objet ou la matière qu'on a récupérée et ensuite on va la transformer. C'est peut-être l'étape la plus créative du processus du surcyclage puisque c'est à ce moment-là qu'on va détourner la matière ou ce qu'on a collecté de la fonction principale de l'objet. Et ensuite, suivant les cas, on peut commercialiser ce qu'on a surcyclé. Donc on peut le mettre en valeur, le présenter au public et le vendre, soit en boutique physique ou en ligne. Donc pour faire simple, c'est les grandes étapes que suit le surcyclage. Et ce qui est aussi intéressant de noter, que c'est une pratique qui s'adresse aussi bien aux particuliers qu'aux entreprises. Donc de plus en plus d'entreprises, comme de grandes maisons de luxe aussi par exemple, s'approprient cette pratique de surcyclage. Est-ce que vous avez maintenant une idée des bénéfices du surcyclage? On en a déjà un petit peu évoqué quelques-uns, mais est-ce que vous avez des idées? On ne dépense pas beaucoup d'argent. Effectivement, c'est économique. On donne de la personnalité Oui. aux choses qu'on construit. C'est vrai. Je dirais aussi au niveau de tout ce qui est pour l'environnement, parce que l'industrie de la mode, si je ne dis pas de bêtises, c'est peut-être l'une des plus polluantes, C'est ça. si ce n'est la plus polluante, même après des avions, enfin avant les avions. Donc si ça permet de récupérer des vêtements et d'en faire autre chose, au lieu qu'ils terminent dans des déchetteries à ciel ouvert, en fait, c'est une bonne solution. J'imagine que ça doit quand même aider de ce côté-là, si du moins ça prend de l'ampleur et que plus en plus de personnes pratiquent le surcyclage, on devrait gagner un petit peu de terrain sur ce côté-là. Effectivement, donc ça permet de réduire les déchets, de limiter l'extraction des ressources naturelles, puisque quand on donne une seconde vie aux objets, on consomme beaucoup moins de ressources naturelles. Aussi, une chose que j'ai beaucoup aimée, c'est ce que tu as dit, c'est la dimension émotive et sentimentale que tu mets en fait dans tes créations. Donc ça aussi, je pense que c'est que c'est un des bénéfices justement du surcyclage. Ça encourage la créativité également, puisqu'en fait, il n'y a pas de modèle. Il n'y a pas de modèle standard en fait, il y a un modèle unique. On peut aussi parler que ça favorise une économie circulaire. Donc une économie circulaire, ça suit la logique en fait où rien ne se perd, tout se transforme, comme dans la nature. Donc ça encourage aussi de nouveaux secteurs d'activité, ça crée de nouveaux métiers, donc ça peut être source de revenus également. Et puis tout simplement, ça encourage une manière de consommer qui est beaucoup plus responsable puisqu'on crée des produits éco-responsables. Et enfin, donc pour terminer, je voulais un petit peu aussi parler des limites du surcyclage, de pourquoi il fait débat. Le surcyclage, ça reste une pratique qui est ponctuelle, qui ne peut pas répondre déjà à tous les problèmes qui sont liés à la surproduction et à la perte de déchets. Ça demande aussi beaucoup de temps, de savoir-faire, de compétences, d'engagement aussi et un changement de mentalité. On peut aussi y voir un paradoxe parfois, puisque beaucoup d'objets surcyclés deviennent de véritables œuvres d'art, parfois des objets de luxe, qui sont donc vendus très cher et parfois plus cher que le prix de l'objet d'origine. Donc ça pose question sur l'accessibilité des produits qui sont surcyclés et aussi du public à qui cette démarche s'adresse véritablement en fait. Le surcyclage, c'est aussi très politique, parce qu'il remet en cause tout un système de consommation et de production qui est basé sur le jetable et qui du coup nous invite à nous interroger sur nos méthodes de consommation et de production. Et pour terminer sur tout ça, je voudrais dire que le recyclage, ça nous invite à réfléchir et surtout à changer notre regard, notre perception sur les objets, puisque plutôt que d'y voir des déchets, on peut y voir des ressources. Et que même à notre petite échelle, dans notre quotidien, on peut tous pratiquer du surcyclage comme on l'a tous déjà fait. Donc voilà, je pense nous nous encourageons, tout le monde s'encourage à pratiquer le surcyclage. Et vous pourrez en voir beaucoup plus dans le documentaire aussi qu'on voulait vous diffuser, mais dont vous aurez le lien, qui va aborder principalement le surcyclage des textiles et des vêtements. Et voilà, vous aurez un avant-goût de ce qu'est le surcyclage engagé et artistique aussi. Ouais. La réappropriation de la marque. Voilà. Les marques, les grandes marques et le côté punk
vis-à-vis de ça. Merci Emma, merci Merci. beaucoup. Merci.